Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve après la trêve internationale avec un énorme plaisir. Franchement, je vous avoue que l'actualité en MLS depuis la fin du mercato et la trêve internationale a été plutôt calme. Il fallait vraiment aller à la pêche aux infos. Je pense que tout va tomber ce soir. Et bien écoutez, sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode avec les actus. Et bien sûr, on n'oublie pas le Fantasy Sport. Let's go! Nouvel épisode, comme je vous le disais, là on attaque le dur, on est à 5, 6, 7 matchs en fonction des équipes de la fin de la saison régulière, donc clairement c'est la dernière ligne droite, les équipes vont plus pouvoir laisser passer de points parce que de toute façon certaines vont être dos au mur et doivent faire des séries. Il y a pas mal d'équipes qui vont être concernées dès ce week-end. En cas de victoire, elles vont être qualifiées en playoff et d'autres totalement éliminées. On va faire un point classement justement. Conférence Ouest, on a San Diego, Minnesota qui sont déjà qualifiés. Vancouver a besoin d'une victoire ce week-end pour se qualifier, mais attention, ils auront un gros match où ils vont recevoir Philadelphie qui on va y venir après, est déjà qualifié à l'Est, et c'est même la seule équipe. Conférence Ouest, donc il n'y a pas d'équipe éliminée, même si on sait bien que LA Galaxy, Saint-Louis, Kansas City, ça va être très dur. Kansas City peut encore espérer, mais il faudra une série. En tout cas, toutes les équipes que je vais vous citer, donc Vancouver, Seattle, LAFC, je pense que ça sent plutôt bon. LAFC ayant des matchs en retard sur Colorado et San Jose qui sont en play-in. Mais par contre, derrière, eh ben, il y a Portland, Austin, Colorado, San Jose. Ces équipes-là sont play-off, play-in, mais ça se tient en 4 points. Et il y a Houston qui est à l'affût 10e, à 3 points de San Jose avec un match de moins. Et Salt Lake à 31 points est à 4 points de San Jose avec 2 matchs de retard, tout comme Dallas qui est à 30 points. Donc, clairement, Salt Lake, Dallas, Houston vont vraiment être en mode guerre là sur la fin de cette saison régulière. Colorado, San Jose, Austin, Portland, ça va se jouer de la 6e à la 12e place en fait dans la conférence Ouest. C'est ultra ouvert, c'est vraiment intéressant et ça va démarrer dès ce week-end avec des matchs intéressants. On passe à la conférence Est où là, on va pas se cacher, c'est totalement différent, hein. Vous voyez, le 9e qui est en play-in à l'ouest, c'est San Jose avec 35 points. Le 9e à l'est, il a 40 points. Et c'est les Red Bull New York. Et franchement, on voit une vraie différence. Bon, Philadelphie, 57 points qualifiés, suivi par Cincinnati, 52 points. Après, on a Charlotte-Nashville à 50 points, donc ça va aller en playoff, on s'inquiète pas. Orlando, 47 points, ça va y aller. Miami, 46 points, mais ils ont 4 matchs de retard, ça va y aller. Et c'est là où ça devient intéressant. Figurez-vous que le 7e de la conférence Est, c'est Columbus. Ouais, on parle du Columbus de Wilfried Nancy, 7e, 46 points, 28 matchs. Et écoutez ce que je vais vous dire, derrière, en play-in, donc 8e, on a, on a NYCFC qui a un match de retard et seulement 2 points de retard sur Columbus, donc 44 points, 27 matchs. Donc, potentiellement, Columbus, lorsque les Red Bull New York auront joué leur match de retard, se retrouvera hors des playoffs, mais en play-in, donc le match de barrage. Et le match de barrage, ça va certainement pas être un cadeau, parce que ce sera soit les Red Bull New York, soit Chicago. Euh, Franchement, attention à Columbus, parce que ça peut vite, vite, vite glisser. De toute façon, il n'y a pas le choix. New England, ils sont 11e avec 31 points. Je crois que s'ils ne gagnent pas ce week-end, ils sont éliminés. Et Atlanta, Toronto, Montréal, d'ici, ça ira pas c'est impossible. Ça peut pas aller en playoff. Faudrait que ça s'écroule devant. Donc, clairement, il y a une équipe entre Columbus, NYCFC, Red Bull New York, Chicago qui va rester sur le carreau. On parle quand même d'une surprise quand on dit NYCFC en début de saison. On s'est dit, mais où est-ce qu'ils vont aller?
Cette équipe, c'est vraiment l'équipe que je ne voudrais pas jouer sur la fin de saison. Les Chicago, pareil, je pense personnellement que c'est les Red Bull New York qui vont rester sur le carreau, mais on n'est pas à l'abri que Columbus nous choque la fin de saison, même si je l'espère pas. En tout cas, voilà, on a vraiment un suspense dans les 2 conférences. Du côté de la conférence ouest, ça se joue entre le 6e et le 12e, ce qui est énorme, et à l'est, et bah, c'est entre le 7e et le 10e, donc voilà. Du suspense partout. On va refaire un petit point sur la Leagues Cup. Oui, vous savez que c'est Seattle du coup qui a remporté la Leagues Cup. Donc qualifié en CONCACAF Champions Cup pour la saison prochaine. Seattle, Miami le finaliste et cette équipe de LA Galaxy qui s'est imposée pour la 3-4e place contre Orlando. Donc vous avez vu, il y a eu des altercations en fin de match en Leagues Cup entre Seattle et Miami. Donc les suspensions, c'est Luis Suarez qui prend 6 matchs. On rappelle qu'il a craché sur un membre du staff quand même de Seattle. Sergio Busquets a pris 2 matchs en Leagues Cup. Aviles 3 matchs. Lennart, un membre du staff des Sounders, a pris 5 matchs. C'est que pour la Leagues Cup. Et ensuite, il y a eu de nouvelles suspensions que la MLS a données. Donc la MLS a donné 3 matchs de suspension à Luis Suarez. Il y a une stat qui est passée, c'est que Luis Suarez, je crois, c'est 68 matchs de suspension dans sa carrière pour seulement 54 matchs manqués pour blessure. C'est complètement fou. Donc Suarez a repris 3 matchs en plus pour la MLS, donc un total de 9 matchs de suspension. Même si moi je pense qu'il méritait un peu plus parce que cracher quand même sur quelqu'un, je trouve ça complètement fou. Et Steven Lennart du staff des Sounders a eu son accréditation retirée. Mais Busquets, Aviles, que dalle. Alors que Busquets a quand même eu une petite giflette. Bon, bref. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse, c'est les actus club. On démarre tout de suite avec Charlotte. Donc Charlotte, on a eu Dean Smith qui nous a dit la semaine dernière qu'Harry Toffolo va être absent 2 à 3 semaines. Il s'est blessé aux ischio-jambiers contre les Red Bull New York, donc s'il y a de ça avant la trêve. Toffolo qui venait d'arriver donc en tant que latéral gauche, déjà blessé. Toklomati est blessé aux ischio-jambiers. Et Diani également, on n'a pas eu de nouvelles depuis, donc j'espère qu'on va en avoir ce soir en prévision de la Game Week de ce week-end, mais pour le moment, voilà, Toklomati risque d'être incertain, Diani blessé, et Harry Toffolo, Pep Bill, j'ai pas vu de nouvelles, mais je pense que ça va pas tarder à revenir, je pense qu'ils vont surtout le préserver pour les échéances qui arrivent en playoff. On passe à Seattle. Alors Seattle, c'est compliqué. Brian Schmetzer a donné des nouvelles. Il a dit qu'Albert Rousnak sera disponible, titulaire ou non, il n'a pas précisé. Jordan Morris est proche d'un retour, mais il devrait être disponible soit contre Miami, soit Austin. Joao Polo est incertain. Et là, il nous a sorti notre pote Schmetzer qui a une incertitude sur qui débutera dans les buts entre Stéphane Frey et Andrew Thomas. Alors là, ça fait un peu chier parce que si vous êtes un joueur de fantasy sport, c'est quasiment le meilleur match-up ce week-end Seattle. Personnellement, moi je tente Stéphane Frey, j'ai du mal à me dire il va sauter son capitaine emblématique sur sa dernière saison qui est quand même un très très bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils n'ont pas besoin d'aller rechercher un nouveau gardien. Ils auront Andrew Thomas qui est vraiment un top gardien. Il l'a encore montré en Leagues Cup avec des sacrées parades. Vancouver, donc mardi soir, on a eu des infos comme quoi Ryan Goss s'entraînait partiellement. Il revient petit à petit, je pense que l'objectif c'est qu'il le prépare pour les playoffs. Brian White et Joe-Edric Poupeux ont couru quelques tours et travaillé en salle de sport. Adegboubé est en salle de sport. Sean Lowe est en salle de sport parce qu'il a reçu un coup en jouant avec l'équipe 2. Et, Sorensen n'a pas été trop rassurant quand il nous a parlé d'un problème au tendon d'Achille, donc il espère qu'il sera bientôt de retour à l'entraînement complet. Pour le moment, il est dans la salle de sport. Du côté de Houston, alors ça c'était plus au niveau du mercato, je voulais vous en parler. Donc il y a Parme qui a contacté Houston pour Jack McGlynn avant la date limite du transfert, des transferts européens. Et Parme a décidé qu'il ne pouvait pas se permettre de payer le prix. Ouais, je pense que Houston va en demander un paquet de fric parce qu'ils ont 50% à redonner à Philadelphie qui a très bien joué le coup. Donc ils l'ont acheté 2,5... Non, ils l'ont acheté 5 millions me semble-t-il. Donc ça veut dire, ouais, faut qu'ils le vendent au moins au prix où ils l'ont acheté s'ils veulent dégager un peu de bénéfices. Houston, pendant le mercato, enfin même après, a signé Damian Lowe, l'ancien de Miami et de Philadelphie qui a joué déjà 59 matchs en MLS, donc défenseur central, il a joué en Arabie Saoudite, si je vous dis non, ouais, si je vous dis pas de bêtises, à Ogdoud. Donc il est de retour en MLS, ça va leur faire du bien, un bon défenseur central.
Et ils ont également signé Sergio Santos, l'attaquant de Cincinnati, qui avait été laissé libre jusqu'en 2025 avec une option pour 2026. Du côté de Miami, Cremaschi est parti en Italie. Parme l'a acheté, enfin, a pris un prêt avec option d'achat à 4,5 millions de dollars. Donc, Miami continue à faire vieillir son effectif et à ne pas faire jouer ses jeunes et à les transférer en Europe. Bon, là, c'est un joueur qui est formé là-bas, qui va être valorisé. C'est différent de Redondo où ils ont fait une moins-value de quasiment 6 millions de dollars. Du côté d'Orlando, c'est arrivé à la toute fin du mercato, c'est que Ramiro Henrique, quitte Orlando et signe à Al Kholoud en Arabie Saoudite. C'est quand même 3,3 millions de dollars, donc pour un joueur, bah, qui aurait pu prétendre à signer en Europe, heu, on sait, hein, les Sud-Américains, il va aller mettre la famille à l'abri, donc voilà. Dommage parce que moi j'aimais beaucoup ce jeune joueur et je pense qu'il aurait pu apporter. Ce qui va laisser de la place à Duncan McGuire. On rappelle un McGuire qui aurait pu quitter pour une belle somme l'hiver dernier, qui est pas parti et qui est un peu au fond du seau puisque Lewis Muriel et Ramiro Henrique lui étaient passés devant. Du côté de l'AFC, le coup dur, c'est la blessure de Igor Jesus qui s'est fait les ligaments croisés, donc compliqué, mais ils l'ont remplacé tout de suite par l'ancien joueur de Palmeiras, Jailson, qui était au Celta Vigo, donc il remplace sur la liste vu que comment Igor Jesus s'est placé sur la liste de joueurs de blessés jusqu'à la fin de saison, il le remplace. Et les Galaxies, on a eu une info comme quoi l'OL, donc Lyon, a fait une offre de 16 millions d'euros pour Gabriel Peck. Ça a été confirmé par plusieurs sources. Complètement fou. Et les Galaxies a refusé, tout simplement. Voilà. Du côté de Minnesota, alors, Minnesota a signé un nouveau contrat pour Anthony Markanich, donc qui fait une super saison jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Et la bonne nouvelle, c'est que Dominique Fitz, donc la nouvelle recrue offensive, est prête à jouer dès ce week-end. Préparez-vous si vous pouvez regarder ce match. En plus, c'est face à San Diego. Ça va être quelque chose. Le duel Fitz, Pereira, Yeboah face à Ingvartsen, Dreyer, Lozano. Franchement, sortez les popcorns. Je pense qu'on va se régaler. Du côté de Toronto, donc ils ont mis fin auprès de Ola Brynildsen, qui donnait pas satisfaction, hein. C'est 2 buts, une assist en 21 matchs. Il est reparti à Midtjylland pour être transféré directement à Bodo Glimt. Et Cassius Mayula a été envoyé en prêt du côté de Courtrai en Belgique jusqu'à la fin de la saison 2026, donc juin 2026. Du côté de Nashville, Andy Narar a signé un nouveau contrat avec 1 an plus une option pour 2027, donc c'est totalement mérité. Andy Narar qui est aujourd'hui avec Kai Wagner une des valeurs sûres à son poste de latéral. Du côté de Portland, bah, là c'est la tuile, hein, parce que la toute nouvelle recrue Felipe Carballo s'est déjà rompu les croisés. Donc le joueur vient de signer, croisé direct, fin de saison, enfin même saison prochaine. C'est un gros coup dur, hein, pour Portland, donc ce joueur qui avait joué également au Red Bull New York. Cincinnati, alors ils ont signé Miles Robinson pour une prolongation de contrat jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 et il sera DP dès la saison prochaine. Le joueur a dit qu'il adorait la ville, qu'il avait envie de poursuivre l'aventure et je pense qu'il terminera sa carrière du côté de la MLS. Pat Noonan a également déclaré avant que je commence à enregistrer l'épisode que Matt Miazga avait besoin de quelques jours de récupération supplémentaire car il a reçu un coup vendredi dernier. Il a seulement repris l'entraînement collectif en ce jeudi, donc 11 septembre. Du côté de Philadelphie, Jan Glavinovic, vous vous en souvenez, parce que bah, c'était quand même une belle promesse. Et bah écoutez, Philly a mis fin à son prêt avec option d'achat. Il va retourner à Newell's. Il a été blessé quasiment toute la saison au ménisque. Donc c'est un joueur qui avait l'air prometteur sur les 3 matchs où on l'a vu. Et bah écoutez, c'est dommage. Il y avait une option d'achat de 3,5 millions de dollars qui aurait été assez élevée, un des plus gros transferts de l'histoire de Philadelphie. Ça me paraît logique qu'ils aient mis fin au prêt avec option d'achat. Bradley Carnell nous a également donné une info sur André Blake, comme quoi il a recommencé à s'entraîner avec l'équipe cette semaine. Il a eu 2 bons jours d'entraînement, il avait l'air plutôt en forme hier, donc je pense qu'André Blake va être de retour dans les buts ce week-end à la place d'Andrew Rick. Mais comme je vous le dis régulièrement, attention si vous mettez dans votre fantasy André Blake, c'est quand même un gardien très souvent blessé qui rechute souvent au même endroit. On passe à Columbus. Wilfried Nancy a confirmé que Sean Zawadzki allait être blessé pendant 3 à 6 semaines, blessure au genou en sélection avec les États-Unis, donc ça fait du mal. Bon, ce qui est positif, c'est que Darlington Nagbe devrait être de retour ce week-end.
Il aurait pu être une option contre les Red Bull New York, a dit Wilfried Nancy, mais il voulait pas précipiter son retour. Mo Farsi, il s'entraîne avec toute l'équipe, mais il est au jour le jour, donc pas évident. Rudy Camacho s'entraînait à part mercredi, donc Nagbe Farsi est avec l'équipe complète. Et la précision, c'est que Steven Morera et Wessam Abou Ali, ils n'étaient pas de retour encore avec l'équipe de sélection, hier mercredi. Donc à surveiller s'ils vont rentrer à temps et qu'ils seront surtout en bonne forme. Du côté d'Austin, Ouzouni a été laissé de côté par l'équipe d'Albanie parce qu'il s'est blessé en sélection, donc il a été renvoyé du côté d'Austin. Je n'ai pas eu de nouvelles concernant son statut. Minnesota, donc je vous le disais tout à l'heure, Dominic Fitz est prêt à jouer, il portera le numéro 7. Robin Lod était de retour de sélection hier et il était plutôt en récupération. Yeboah était à l'entraînement après avoir manqué l'entraînement de vendredi. Et Eric Ramsey a laissé entendre que si Hassani Dodson, qui s'est entraîné partiellement donc ce mercredi, peut retrouver une pleine forme, il est possible qu'il puisse jouer de nouveau cette année par rapport à sa blessure. Du côté de Montréal, bon, la principale information, c'est que Vrioni était encore blessé, enfin sur le côté, blessure au bas du corps. Bon, est-ce qu'on compte encore sur Vrioni à Montréal puisque la saison est terminée? Je ne pense pas. On va miser sur les jeunes. En tout cas, il y avait beaucoup d'internationaux. Je sais pas, il n'y avait pas tout le monde qui était de retour hier à l'entraînement, donc du côté de Montréal. Méfiance, il y a eu quand même pas mal de jeunes qui ont été dans les sélections de jeunes et en sélection, donc ça peut être une équipe qui est remaniée. On a fait le tour pour les infos de la semaine. Comme d'habitude, comme je vous le dis, restez branchés sur mon compte X Twitter. Les dernières infos qui vont tomber ce soir, je les repartage. Les rapports de disponibilité tomberont donc vendredi vers 23h comme d'habitude. Et sans plus attendre, on est parti sur le Fantasy Sport. Let's go! Le premier match de la liste, c'est à 1h30, donc dimanche. C'est Atlanta qui reçoit Columbus. Pourquoi je vous disais que c'est pas évident pour Columbus? C'est parce qu'ils sont quand même dans le dur et ils ne doivent pas perdre. Et c'est un match à l'extérieur, à Atlanta, qui n'a plus rien à jouer, ou presque, qui va beaucoup mieux. Franchement, c'est complètement fou parce qu'ils sont capables quand même d'embêter cette équipe de Columbus. Ils ont mis 23 buts cette saison à domicile, ils en ont pris 22 en 14 matchs. Et c'est surtout qu'ils ont une seule défaite à domicile sur leurs 7 dernières réceptions. Mais sur ces 7 derniers matchs, ils ont pris au moins 2 buts, Atlanta. Ils ont pris au moins 2 buts dans 6 de ces 7 matchs. Donc, c'est quand même une équipe qui est chiante, qui marque autant qu'elle encaisse, mais qui marque quasiment 2 buts par match à domicile. Ils vont recevoir Columbus qui est en difficulté, qui ne doit pas perdre, qui sont sur 2 nuls et 2 défaites en MLS contre des adversaires largement à leur portée d'habitude. Donc, ils ont fait un nul contre les Red Bull New York et Toronto, et ils ont perdu contre les Reds chez eux. Et ils ont gagné un seul de leurs 9 derniers matchs à l'extérieur, Columbus. Donc voilà, pour moi, je ne vois pas un 0-0. Je pense que ça va être un match où il y aura les deux équipes qui marquent plus de 2,5 buts. Les joueurs décisifs, je dirais qu'on aura du Rossi, Miranchuk, Wessam Abou Ali, Gazdag, c'est possible. Et il faut noter une chose, c'est que ça va être sûrement le jeune Ibert au but, et Atlanta n'a encore pas perdu quand c'est Ibert au but. Donc franchement, c'est pas un cadeau pour Columbus de reprendre après cette trêve face à une équipe qui va être, on va dire, libérée de la pression, parce qu'Atlanta, on sait que c'est au match le match, et il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs et que ça s'écroule devant. Et Columbus va aller jouer sur un synthé à Atlanta, où c'est jamais évident. On passe au second match, donc c'est Montréal-Saint-Louis. Pas vraiment d'enjeu dans ce match-là, hein, deux équipes pour qui la saison est terminée. Mais je trouve que Montréal est mieux que Saint-Louis. Ils sont bien guidés par Owuzu avec des jeunes pleins de fougue. Saint-Louis, ils auront pas un match, ils ont pas un match facile, hein, franchement. Aller à Montréal, dans l'autre conférence, pour n'importe quelle équipe, c'est jamais facile d'aller jouer à Montréal. Et c'est surtout que Saint-Louis est sur 10 défaites de suite à l'extérieur. Et ils n'ont plus gagné un match à l'extérieur depuis 13 matchs. Un nul, 12 défaites. Donc compliqué. Moi, je vois quand même Owuzu briller, Sinchuk, Gillier peut garder le clean sheet. J'irais plutôt, si je devais mettre mes pions, je les mettrais plutôt sur les joueurs de Montréal. Mais même sur des joueurs défensifs et offensifs comme Owuzu, comme Gillier, comme je vous l'ai dit, et Sinchuk. On passe à Charlotte qui va recevoir Miami. Ça, c'est un match intéressant. Charlotte 3e, 50 points.
Ils sont sur une série de 8 victoires de suite en MLS. 5 clean sheets sur leurs 6 derniers matchs. Un seul but encaissé en 6 matchs. Invaincu depuis 7 matchs à domicile. Là, vous vous dites, ah ouais, Charlotte, c'est vraiment du lourd. On a retrouvé l'équipe qui est solide chez elle avec Kalinja. Ils ont recruté le pauvre Calendar qui cirait le banc à Miami. Bah, vu ce que nous fait Kalinja, je pense qu'il est revenu cirer le banc à Charlotte. Donc tous les feux sont au vert pour accueillir l'EPAD FC de Miami qui est 6ème, 46 points. Bon, ils ont 4 matchs de retard sur Charlotte, ils vont leur repasser devant, je pense, quand ils les auront joués. Mais attention, Miami n'a remporté qu'un de ses 5 derniers déplacements. Et dans ces 5 matchs, ils ont encaissé 12 buts, ce qui est quand même assez énorme. Messi est en forme, Suarez sera suspendu, mais on aura du De Paul, on aura du Busquets, on aura du Alba. Je pense que Charlotte peut battre Miami. Je pense qu'ils peuvent les embêter. Euh, Compliqué de se prononcer sur des joueurs décisifs, je dirais Wilfried Zaha, Messi bien sûr, et à surveiller Jordi Alba qui est plutôt en pétard en ce moment sur cette fin de saison. On passe à un autre match et qui est pour moi un des matchs du week-end. Ça va être Cincinnati qui reçoit Nashville. Cincinnati deuxième, 52 points. Nashville quatrième, 50 points. Cincinnati, le problème, c'est qu'ils sont sur 4 défaites de suite chez eux, toutes compétitions confondues, et aucune victoire depuis 5 matchs. Donc c'est quand même compliqué. À domicile, sur leurs 9 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires, c'est un nul et c'est 6 défaites et une seule victoire en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Donc Cincinnati, j'aime beaucoup, mais c'est quand même une équipe que je trouve très très dépendante des vendeurs. Denki, il m'en faudra plus pour vous dire que c'est un joueur que j'apprécie. Ouais, il stat. Il pèse sur les défenses, mais je trouve que ça clique pas vraiment avec le reste de l'équipe qui est plutôt technique. Il met ses buts. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais après, je trouve qu'il est complètement en décalage dans le jeu par rapport à ce que j'attendais. Face à eux, ça va être un très gros morceau comme Nashville qui est quatrième, 50 points. Une victoire et 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs, dont 3 étaient à l'extérieur, Nashville. Donc là, ils vont une fois de plus aller à l'extérieur. Donc ça vous donne le ton. C'est pas une équipe qui est en forme à l'extérieur. Mais Cincinnati est dans le dur à domicile. Donc à l'extérieur, ça va être compliqué. Je pense qu'on a une équipe qui est dans le dur à domicile face à une équipe qui est dans le dur à l'extérieur. Il y aura un duel entre Mukhtar Evander et Denki Sturridge. Je ne sais pas si on aura beaucoup de buts. C'est très très compliqué. Les deux équipes peuvent quasiment valider leur qualif en playoff, enfin, même s'ils vont y aller, hein, mais ils vont vouloir se classer le plus haut possible pour jouer une équipe qui est le plus bas possible. Euh, ouais, compliqué, j'ai du mal. Moi, je pense que c'est un match qui est à éviter. Bon, à éviter tout en se disant qu'il y a Evander, Mukhtar qui vont être intéressants. Et j'aurais presque plus tendance à croire en Nashville. Je sais pas, c'est cette intuition. Mais voilà, pour moi, match-up à éviter ici qui est très très compliqué. Un match qui va être un peu plus lisible, même si c'est compliqué d'aller jouer à DC pour Orlando. Voilà, DC Orlando, Orlando éliminé 15e, enfin ils sont derniers, c'est une équipe qui est incompréhensible, qui a été très mauvaise cette saison, mais depuis qu'ils sont éliminés, c'est 2 nuls, une victoire, en tenant en échec quand même une équipe de Miami. C'est une équipe qui est tombée, je trouve, dans l'ignorance en MLS. Enfin, c'est une équipe qui est quand même historique, cette équipe de DC, qui a un des plus gros palmarès en MLS, et qui aujourd'hui est gérée un peu n'importe comment. Je pense que ça manquait énormément de qualité, d'un coach également qui va amener une patte. Face à eux, ils vont avoir Orlando qui est 5ème avec 47 points, mais qui est sur 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues, qui avait misé beaucoup sur la Leagues Cup et qui au final repart bredouille. Ils ont quand même pris 10 buts sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. Et ils vont enchaîner un quatrième match à l'extérieur, donc à DC. DC, c'est jamais facile. Enfin, franchement, c'est un stade qui donne pas forcément envie. C'est une ambiance complexe. Moi, je trouve, je suis jamais emballé des matchs à DC. Mais Orlando, ils peuvent pas se permettre un faux pas. Car Miami, ils sont à 3,2 avec un match de retard. Donc pour moi, Oreda va être intéressant, Muriel également. Et je dirais que je vois pas forcément un clean sheet de chaque côté. Parce que pour moi, il y a Benteke qui peut poser de gros problèmes. Donc voilà, un match à éviter. Même si je pense que Oreda, Benteke, ça peut être intéressant. Je vois plutôt des buts, je vois pas de clean sheet dans ce match. On passe à New England qui va recevoir Toronto.
Bon, match où les 2 équipes ont quasiment plus rien à jouer, même s'ils ont plus rien à jouer. New England 14e sur 15 à l'Est à domicile. Bilan de leurs 11 derniers matchs à domicile, c'est une seule victoire, 2 nuls, 8 défaites et 8 fois, donc sur ces 11 matchs, ils ont pris 2 buts ou plus. C'est quasiment plus rien à jouer. Un coach qui va certainement se faire virer en fin de saison. Toronto sont quasiment éliminés, ils l'ont acté un peu cet été en virant les Italiens pour reconstruire. C'est 4 matchs sans victoire à l'extérieur, 2 nuls, 2 défaites et 4 nuls de suite en MLS. Ils encaissent peu, ils marquent peu, on est quand même sur une équipe qui a la quatrième meilleure défense de la conférence Est, Toronto. Donc vous voyez, c'est une équipe qui encaisse peu. C'est jamais facile de les jouer, encore moins depuis qu'ils ont Georgie, ils vont avoir Cifuentes qui va s'installer. Donc bon, vous le savez, dans le fantasy, il y a toujours Carles Rill qui est intéressant. Moi, j'irais plus sur Toronto. Ils peuvent aller les empêter, tenir pourquoi pas un clean sheet. Johnson est toujours intéressant. Moi, je pense qu'il y a un Georgi Mihailovic qui est intéressant à jouer. Et cette équipe, pour moi, peut poser problème à cette équipe des Ravs qui est quand même ultra décevante vu les joueurs assez de quali qu'ils ont. On passe à un match qui sera à 2h30, c'est Chicago NYCFC. Donc là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le droit à l'erreur pour les équipes. Chicago est 9e avec 42 points, 28 matchs. NYCFC est 8e avec 44 points, 27 matchs. Grosse armada du côté de Chicago. Zinkernagel, Gutierrez, Kuipers, Bombay. Maintenant, ils ont Franco. Ça va être dur de ne pas encaisser pour NYCFC qui va venir chez eux. Mais Chicago, vous le savez, ils ne savent pas garder un clean sheet. Donc pour moi, je vois bien des joueurs décisifs du côté de Chicago, donc Zinkernagel, Franco, Kuipers, ça peut être intéressant, mais aussi mon petit Martinez du côté d'NYCFC va être intéressant. Donc là, on est clairement d'accord, on va pas sur les stacks défensifs qui vont être en difficulté. Match suivant à 2h30 également, c'est un derby du Texas entre Dallas et Austin. Dallas 12e, 31 points à 4 points des play-in avec un match de retard. Austin 6e, 41 points, donc à 10 points devant. Dallas c'est quand même dernier à domicile de leur conférence, c'est seulement 12 points en 14 réceptions. Petar Musa est impliqué dans 9 des 13 derniers buts de Dallas. Ils sont sur 3 fois un partout sur leurs 3 derniers matchs, Dallas, original. Une seule défaite sur leurs 7 derniers matchs. Donc je pense qu'ils peuvent s'inviter à la fête, moi, des playoffs. C'est une équipe qui peut être sérieuse et qui peut vraiment embêter cette équipe d'Austin. Euh, Cette équipe d'Austin est 6e. Moi, je m'en rends pas vraiment compte, mais c'est une équipe qui est là, c'est comme un peu... c'est un peu, alors pas l'invité parce qu'ils ont quand même une équipe de qualité, ils ont mis de l'argent, mais c'est quand même une équipe qui a qu'une seule défaite en 9 matchs. Et c'était à Montréal, je tiens à le souligner. Ils sont quatrième à l'extérieur de leur conférence, donc c'est pas n'importe qui. Et ils ont un Owen Wolf qui est en feu avec 8 contributions sur les 16 derniers buts de Austin. Boukari revient bien, Uzuni arrive à montrer un bon niveau qu'on attend de lui, mais attention, méfiance, peut-être qu'il sera blessé, il est incertain. Je pense qu'on peut avoir un match à but. Il y a régulièrement plus de 3 buts entre ces deux équipes, donc je dirais Petar Musa, ça va être intéressant. Owen Wolf, j'ai un peu plus de mal à aller sur les joueurs défensifs, donc je vous dirais c'est un derby, c'est jamais évident d'aller jouer des derbys. Un autre match à 2h30, c'est San Jose qui va recevoir LAFC. Donc San Jose est 9e avec 35 points. C'est clairement la tête à abattre. Franchement, c'est l'équipe qui est à border play-in. C'est l'irrégularité au possible, cette équipe, si je devais la résumer. Ils font des séries de victoires, ils font des séries de défaites. Ils ont gagné que 2 de leurs 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sans le Rosé, donc c'est compliqué. Et ils ont gagné qu'une fois sur leurs 7 derniers matchs à domicile. Ils ont quand même la deuxième meilleure attaque de la conférence avec 53 buts, mais aussi la deuxième plus mauvaise défense avec 52 buts. Imaginez, ils ont quand même pris 52 buts cette saison, c'est énorme. C'est énorme. Voilà pourquoi cette équipe est seulement 9e et en galère pour se qualifier parce qu'ils ont pris autant de buts qu'ils ont marqués. Tu prends 10 buts de moins, je te jure, t'es tranquille, t'es quasiment en playoff. LAFC, 5e, 41 points, 3 matchs de retard sur la tête, ça va glisser. Ils sont cependant 11e à l'extérieur, mais 0 défaite sur leurs 8 derniers déplacements de MLS. Ça va beaucoup mieux quand même. 3 victoires, 2 nuls sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. Il y aura le duo Son Bouanga qui est en feu. Je pense que c'est un match où on va avoir des buts des deux côtés. Moi, j'irai plutôt sur Son Bouanga et je note que les ex souvent brillent face à leur ancienne équipe. Arango va recevoir LAFC. Donc moi, je mets une petite pièce sur notre ami Chicho Arango pour marquer. On passe à Seattle qui va recevoir les Galaxy. Seattle 4e, 44 points. Les Galaxy éliminés, 20 points.
Et les Galaxy, ils ont eu ce qu'ils voulaient, la qualif en CONCACAF Champions Cup. Je pense que, comme la semaine dernière, ça a fait tourner. C'est une équipe qui va finir en roue libre. Mais attention, qui dit roue libre dit plus d'enjeu, dit décomplexé. Seattle, ils sont premiers de leur conférence à domicile. Ils n'ont perdu qu'une fois en MLS cette saison. C'était 3-2 face à Minnesota juste avant la Coupe du Monde des clubs. Ils sont sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils déroulent, tous les feux sont ouverts. Moi, je vois vraiment Seattle favori, Albert Rousnak est de retour, intéressant. Juste le problème, c'est le gardien, parce que pour moi, c'est un des meilleurs match-ups de ce week-end. Moi, j'ai mis Stéphane Frey, je vous le dis, je vais tenter Stéphane Frey dans mes deux meilleures équipes. C'est pour moi du 60-40 avec Andrew Thomas, 70-30 même, je pense. Après, bah voilà, vous avez Musovski, vous avez Jordan Morris qui va être de retour, vous avez Ryan Ken qui est blessé, Pedro de la Vega qui a bien fini la Leagues Cup, et bien sûr, vous avez Albert Rusnak, Christian Roldan, Yemar Gomez, vous avez le frère Roldan, vous avez également Ragen, voilà, tout ça. Pour moi, le stack Philadelphie, c'est plutôt bon ce week-end. On passe à un match va être intéressant pour la course aux playoffs. C'est Colorado qui reçoit Houston à 3h30. On a deux équipes très très irrégulières. Colorado 8e 36 points, Houston 10e 33 points. Houston, on va commencer par eux qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. Ils sont 6e de la conférence et ils sont invaincus depuis 3 matchs à l'extérieur, 2 nuls, une victoire. Colorado, ils sont quand même à leur avantage dans leur montagne, hein. Leur match se joue à 1800 mètres d'altitude, on le rappelle, 4e de leur conférence à domicile. Ils restent tout de même sur 2 défaites de suite en encaissant 7 buts au total. Donc ils doivent se rassurer. Match-up pas évident. Moi je dirais que Zach Stephen peut tenir un clean sheet. On a également notre ami Rafael Navarro devant qui peut s'illustrer et marquer. Et on va suivre Paxton Aronson qui devrait débuter son premier match avec ses nouvelles couleurs. Match à 3h30, Real Salt Lake face à SKC. SKC, c'est encore une saison qui s'annonce sans qualif en playoff. Mais ce que je tiens à souligner, l'éclaircie au milieu de tout ça, c'est Joe Belgic. Il faut sauver le soldat Dejan, pour ceux qui ont la ref. 17 buts, 2 assists en 27 matchs, dans une équipe où c'est un marasme total. Sans lui et Manu Garcia, j'ose imaginer le bilan de cette équipe, hein. Leur bilan, tiens, d'ailleurs, on y vient. Sur les 8 derniers matchs, c'est une victoire, un nul, 6 défaites. Ils ont pris au moins 2 buts dans 7 de ces 8 matchs. Et ils ont pris au moins 3 buts dans leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. SKC va aller à Salt Lake, qui est à 4 points de San Jose en play-in, en ayant 2 matchs de moins. Ils sont quand même sur 3 défaites de suite en MLS, donc ils étaient sur une belle dynamique avant la Leagues Cup. Et ils doivent incorporer les nouvelles recrues, hein, Juan, Olatunji devant. Moi, je pense que c'est une équipe euh, qui va gagner. Je vois bien Salt Lake gagner. Je vois pas un clean sheet, mais je vois quand même Olatunji, Luna, Gonçalves qui vont être intéressants. Et bien sûr, du côté des SKC, vous avez Dejan Joveljic qui est toujours un bon pick. On arrive dans les derniers matchs de cette journée, hein, alors ça va être un match là super intéressant. Vancouver-Philadelphie à 3h35 précisément, donc 3h45. Vancouver 3e, 49 points de sa conférence, deuxième meilleure défense de MLS. Bilan à domicile cette saison, toute compétition confondue, c'est 2 défaites, 5 nuls, 11 victoires. Deuxième de conférence à domicile, Thomas Müller sera là, Ryan Gould ne sera pas là. Brian White était incertain mais devrait être là. Philadelphie, premier de leur conférence, qui va jouer le Supporter Shield. Philadelphie, dites-vous, je pense pas qu'ils vont laisser filer le match, hein. Alors, loin de là, hein. Qualifiés en playoff, ils vont aller chercher le Supporter Shield, comme je vous le dis. Meilleure défense de MLS. Deuxième de leur conférence à l'extérieur. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Mais avant ça, c'était 3 défaites et un nul. Donc, ils vont devoir se rassurer quand même. C'est un match qui est compliqué à juger. Franchement, il y a des valeurs sûres. Blackmon à domicile, Wagner, on sait que c'est quand même des valeurs sûres. Après, je me risquerai pas à aller sur des buteurs parce que je trouve que c'est vraiment pas évident. Un match qui va se jouer à 4h30, c'est Portland Red Bull New York. Alors celui-ci c'est pareil, il n'est pas évident, mais on a nos amis des Red Bull New York qui sont quand même dans la course au playoff, 10e, 40 points. Ils sont en retard sur Chicago. Le souci pour cette équipe, c'est qu'à l'extérieur, ils sont quand même mauvais. Ils sont derniers de leur conférence Est, 7 points en 14 matchs, 0,5 points par match, et ils vont à Portland qui est quand même une équipe,
en difficulté, qui alterne le bon, le moins bon, qui doit conserver son avance sur la zone des play-in. Ils ont un match de retard sur leurs 2 poursuivants, mais ils n'ont plus gagné depuis 5 matchs. C'est 3 nuls, 2 défaites. Donc, on est sur un match-up pas évident avec 2 équipes à la dynamique un peu foireuse. Hem, Vu la faiblesse des Red Bull New York à l'extérieur qui vont aller sur l'autre conférence, je reste quand même, pour moi, sur Portland qui devrait, être à son avantage avec un Pereira da Costa, Kelsey, qui vont être intéressants sur ce match. On arrive au dernier match qui va se jouer, à 4h30. Oui, parce que la MLS, c'est les champions du monde de la programmation, ils ont mis les 15 matchs dans la même nuit. Original. De toute façon, depuis que c'est Apple TV, c'est dramatique la programmation. On a tous les matchs en même temps, on peut suivre aucun match. Donc San Diego, Minnesota, franchement, pépite. Ce match-là, il m'intéresse. Le dernier qui avait eu lieu entre ces deux équipes, c'était en juin. Ça s'était soldé par une victoire 4-2 de San Diego. Dreyer avait contribué à 3 buts. Les deux équipes sont qualifiées en playoff. San Diego va vouloir aller chercher le Supporter Shield. Ils sont la co-meilleure attaque de MLS avec Miami, 54 buts, et ils sont sur 4 victoires, un nul sur leurs 5 derniers matchs. Minnesota, invaincu depuis 3 matchs, Dominic Fitz sera là, et je pense qu'on est sur un match qui va vous donner des buts. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas vous dire quelle équipe va l'emporter. Moi, je mise quand même un peu plus sur San Diego, où il y a plus de repères. Dominic Fitz, on va voir, hein, c'est un super joueur pour ceux qui le connaissent pas, mais il va falloir l'intégrer. Et pourquoi pas un remake d'un 4-2 pour San Diego. En tout cas, les joueurs décisifs, bah, vous le savez, hein. Vous avez bien sûr d'un côté Lozano, Dreyer, Ingvartsen, de l'autre vous allez avoir Fitz maintenant, Joaquin Pereira et notre ami Kelvin Yeboah. Donc voilà, on a fait le tour un peu pour les match-up. Je vais vous donner un peu moi les joueurs dans le fantasy que je sors. Au niveau des gardiens, c'est pas évident. Bien sûr, j'avais mis Stéphane Frey tout en tête, je pense quand même qu'il va jouer. J'ai mis Cabral parce que pour moi Colorado a un bon match-up. Takaoka, même si Philadelphie qui vient. Et Gillier du côté de Montréal, j'y crois. Mais principalement, je dirais Frey et Cabral. En niveau des... Et Zach Stephen, excusez-moi, j'ai oublié Zach Stephen, voilà. Au niveau des défenseurs, bah, je vais jouer la sécurité. Je vais aller sur Yemar, Roldan, Ragen. Pour moi, ça va le faire. Blackmon, Wagner. Après, le reste, c'est quand même des matchs où je vois peu de clean sheet. Au niveau des milieux, là, on va commencer à avoir un peu plus de monde. Donc, Rusnak, bien sûr, intéressant, avec Christian Roldan. Diego Luna, André Franco, à Chicago. Je pense que là, ceux qui jouent à Sorare, il n'a pas encore explosé au niveau du prix. Allez checker, hein, c'est un joueur qui va être in-season la saison prochaine. Pendant les 2 tiers de la saison, André Franco, il a tout pété au dernier match. J'ai regardé un peu le match, le mec techniquement, avec Zinkernagel, c'est de la folie. Ils vont se balader, hein. Chicago a quand même une attaque de malade mental, et on le souligne pas assez. Donc voilà, Evander, toujours intéressant à domicile. Miranchuk peut poser des problèmes à Columbus, même en sélection, il a été très très bon. Carles Rill et Dverskov, c'est toujours des joueurs qui font du score. Au niveau des attaquants, alors là, je vois des buts. Souvent, les fins de saison MLS, c'est complètement dingue. Dites-vous qu'il y a peu de clean sheet et ça marque dans tous les sens. Les équipes, elles ferment pas le jeu parce que dès qu'elles prennent un but, elles se disent oh putain, faut gagner. Donc on va mettre 2 buts, machin. Ça part dans tous les sens. Là, la liste, je vous ai fait une liste de courses. Bon, je vais essayer de vous les faire dans l'ordre. Zinkernagel, très intéressant pour moi avec Kuipers. Petar Musa, Bouanga, Son, ça pour moi c'est très intéressant. Musovski, Rafael Navarro, ça l'est également. Lozano, Dreyer, Ingvarsson, suivant ce que vous avez en stock. Diego Rossi, Owuzu, Sinchuk, bien sûr. Oreida, donc d'Orlando. Vous avez Olatunji, à pas négliger du côté de Salt Lake. Benteke, dont je vous ai parlé. Et bien sûr, Messi, qui va à tout moment vous débloquer une solution, même si c'est la défense de Charlotte et Calignan en face. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Je tenais à vous remercier parce qu'on arrive bientôt à la fin de saison. Le podcast tient. On est entre 200 et 300 écoutes par épisode. Donc un énorme merci. Je suis déjà en train de réfléchir un peu au format que je pourrais vous proposer à l'intersaison. Je vais essayer de vous proposer un truc un petit peu plus sur les règles, la culture aux États-Unis au niveau du foot. Faire intervenir également certains suiveurs de clubs donc qui sont en France, peut-être des scouts, un peu plus de monde, pour avoir un peu plus de contenu sur l'hiver. En tout cas, un grand merci à tous de contribuer à ce podcast. Je pensais pas que ça durerait dans le temps. On parle quand même de MLS, c'est un sujet qui est quand même encore un peu mis de côté dans le foot international. Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier.
N'hésitez pas à noter le podcast si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, de le reposter sur les réseaux, d'en parler autour de vous aux gens qui peuvent apprécier la MLS ou les contenus foot. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de MLS Time.